Alors, c'est là, bonjour. J'ai plein de c'est là autour de moi. Laissez la nôtre. Alors, je vous propose de faire un point sur votre installation qui date donc d'une bonne année. Il se trouve que précédemment, avant cette année, vous étiez venus tous les deux, Fred et Sébastien, à Canal Pourpre pour annoncer ce fameux tiers-lieu. On va donc essayer de voir ce que c'est devenu depuis. Je vous donne mon niveau d'information, parce que tout dépend du niveau d'information. On vient de parler de la distinction entre école et instruction, c'était déjà un certain niveau d'information. Ici, donc moi, il se trouve que j'habite pas très loin et je passe très souvent devant chez vous. Donc j'étais au courant que vous attendiez, je crois, une subvention du Conseil régional qui avait mis sur la table, je crois, 600 000 € pour les tiers-lieux dans la Nouvelle-Aquitaine, et vous avez hérité, si je peux dire, d'un dixième de cette somme, 60 000 €, comme tous les tiers-lieux, donc les 10 autres probablement tiers-lieux de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on va préciser cette affaire, pourquoi des sous pour un tiers-lieu. Et puis juste un petit truc, c'est que moi je passe souvent là, et j'ai vu que vous aviez mis comment ça s'appelle, un kakémono, ou enfin une pancarte. C'est exactement la même que chez Renault, un peu plus loin, c'est jaune. Ouais. Et c'est fait exprès? C'était là, donc on s'en est servi. Comment c'était là? Il y a écrit c'est là? Non, le totem jaune était là, en fait. Ah d'accord, nous on a juste collé nos armoiries. Et c'était quoi avant? C'est marqué à louer. Voilà. Avant, c'était marqué à louer. Voilà. Ok, bon, merci. Ouais. Alors, bon, c'est rien du tout, mais alors, ce tiers-lieu, qui veut commencer? Alors déjà, juste pour un tout petit rectificatif au niveau des chiffres, alors le budget de la nouvelle région Aquitaine, c'était plus d'1 million d'euros, 1,2 million d'euros. Donc ça représente finalement pas forcément un dixième, mais... Ah d'accord, ils ont doublé, j'avais retenu 600 000. Quand on a postulé, c'était ça le budget en fait, 1,2 million. Et donc la région Nouvelle-Aquitaine... Non, nous par contre les 60 000, ça n'a pas changé. Je veux dire. Non, on n'a pas eu 120 000. mais c'était déjà super pour nous d'avoir 60 000 € pour pouvoir nous permettre d'ouvrir un lieu comme celui-ci. La région Nouvelle-Aquitaine, ils ont vraiment misé sur l'ouverture des tiers-lieux, sur la dimension économique, parce qu'aujourd'hui, il y a tout plein de choses qui sont en train de changer au niveau du travail, de la relation que les gens ont avec le travail, et une des premières choses, c'est pouvoir se rendre dans un lieu pour travailler sans forcément faire beaucoup de kilomètres en voiture, se retrouver dans les bouchons, perdre du temps de vie, et permettre aux gens de venir travailler dans des espaces où ils vont pouvoir rencontrer du monde, venir travailler dans un environnement qui est à la fois le travail et à la fois la maison. Est-ce qu'il y a un sens à tiers? Parce que tiers, ça veut dire troisième. Quels sont les deux autres? Alors, le tiers-lieu... Par opposition à quoi? Il n'y a pas d'opposition. En fait, le premier lieu, c'est le lieu où on habite. Ouais. Le deuxième lieu, c'est le lieu où on travaille. Ah, ok, d'accord. Et le troisième lieu, le tiers-lieu, c'est l'endroit où on vient rencontrer des gens qu'on n'a pas forcément vocation à rencontrer. Ok. Donc c'est un peu le bar du village au début du 20e, quand on rentrait du boulot, on n'allait pas tout de suite forcément à la maison, on allait au bar, on rencontrait le barman, le maire... Un mélange de public et de privé. Exactement, c'est ça l'idée. Ouais, d'accord. Donc il n'y a pas de notion de tiers, comme on pourrait croire au départ, un peu de tiers-monde, de population mis à côté. En fait, non, pas du tout, c'est vraiment un concept... qui va dans ce sens. Alors une autre chose qui frappe que les gens comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose, c'est que comme ça, de loin en passant, on dit tiens, ça doit être une brocante, parce qu'on voit plein de trucs, ici peut-être pas aujourd'hui, mais il me semble que j'ai vu des porte-manteaux, alors c'est une impression fausse sûrement, mais tout de même il y a quand même beaucoup de choses autour de nous, ici il y a des bouquins, des DVD, des cassettes, enfin bon. Alors, pourquoi? Bonne question. Pourquoi? Parce que finalement le lieu il s'est monté comme ça par rapport aux gens qui ont intégré, qui ont amené des choses en fait. Ah, c'est pas vous qui les avez mises? Non, en fait finalement les objets, tous les vêtements, c'est des dons qu'on a eus. Nous à la base on voulait faire une petite ressourcerie de vente de vêtements. Finalement il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. On a récupéré des portants, on a pu mettre ça en place. Et c'est vrai que finalement il y a beaucoup de gens qui viennent au lieu parce qu'ils ont vu les vêtements à vendre. Ils ont dit tiens, c'est quoi cette boutique? Donc vous avez le droit de faire du commerce? Ouais, ça reste vrai. En fait, tout l'argent qui rentre dans l'assaut. Il n'y a pas de. D'accord.
ça part pas aux Bahamas et tout ça, tout reste ici. Non, ça sert juste à faire vivre le lieu. Et c'est vrai que du coup, on a réfléchi à... Effectivement, on a démarré par une subvention de la région, parce qu'il fallait de l'argent pour démarrer, mais on a aussi réfléchi à toutes les façons qu'on pouvait faire entrer de l'argent dans l'asso, en fait. Donc on a, par exemple, la vente de vêtements, on a des artistes qui viennent exposer, qui peuvent vendre des œuvres d'art. On fait des prestations vidéo, on vend aussi des vidéos pour des assos, pour des groupes de musique, on a une espèce de travail partagé, on a le café associatif. On est en train de monter un atelier derrière pour peut-être pour réparer des choses, en fait. On réfléchit, justement, le principe, il est là, on est en train de réfléchir quelles sont toutes les potentialités pour qu'on puisse faire entrer de l'argent dans ce lieu, pour que le lieu puisse vivre, en fait. L'histoire, elle est là, et justement, ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui voient un petit peu l'asso juste comme une entreprise qui chercherait à développer un capital. Non, nous, à la base, on est juste là, en tant que citoyen, à se dire, bah tiens, ce lieu, après, c'est toujours pareil, soit on demande une subvention, soit on se débrouille pour l'avoir, soit on est autonome, soit on est autonome, soit on dépend d'instances. Pour démarrer, on a demandé à la région Nouvelle-Aquitaine parce que finalement, l'appel à projet qui était fait rentrait exactement dans le cadre de ce qu'on voulait faire. Et donc aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on développe tout ça, quoi. On est dans le champ de l'économie sociale et solidaire, en fait. Oui. Tu as parlé de travail partagé, par exemple. Quand je dis travail partagé, en fait, c'est dans le sens où, donc, juste derrière, on a des bureaux, en fait. Des entrepreneurs peuvent louer ces bureaux-là, en fait. C'est arrivé déjà. Ah ouais, on a une dizaine pour l'instant qui viennent régulièrement. En gros, le bureau, on peut le louer à l'heure, à la demi-journée, à la journée, à la semaine, au mois. On a des bureaux, ce qu'on appelle des bureaux ouverts. On a une petite salle de réunion derrière, on peut accueillir 5-6 personnes. On a un bureau derrière pour une dizaine de personnes. Et c'est quel genre d'entrepreneurs qui vous contactent pour ça? Principalement, c'est des entrepreneurs de la région, en fait, du coin de Bergerac, qui veulent louer un bureau, parce qu'il y a beaucoup ici d'entrepreneurs en fait, qui travaillent chez eux, et toujours le problème quand on travaille chez soi, c'est qu'il y a toujours la machine à laver à vider. De service ou de... C'est un peu tout. Il y a consulting. Alors il y a un gars qui crée une start-up. C'est à la mode, on le dit. Non, mais en fait, il crée une boîte de packaging. En fait, il met en relation des gens qui fabriquent du packaging avec des gens qui recherchent du packaging. D'accord. On a une personne qui est juriste, qui travaille avec le tribunal de Bergerac, mais qui a son compte, qui aide les avocats dans les dossiers administratifs. On a une personne aussi qui fait de l'aide administrative vis-à-vis des particuliers ou des petites entreprises. Okay. On avait un jeune développeur d'applications téléphoniques. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un traiteur qui vient juste faire ses papiers ici. Voilà, on a des gens qui viennent utiliser le bureau. Puis après, il y a des gens de la région, il y a des gens qui viennent utiliser le bureau, la salle de réunion, faire des présentations. Puis on a eu des agents immobiliers. Puis entre autres, d'ailleurs, on a aussi Cop Alpha, en fait. Cop Alpha, qui est une coopérative d'entreprise, qui loue un bureau ici assez régulièrement. Et en fait, à la base, vu qu'ils avaient un bureau à Périgueux, tous les gens qui voulaient connaître Cop Alpha allaient à Périgueux, et du coup maintenant ils sont contents parce que ils ont beaucoup de personnes qui viennent. Voilà, exactement. Et du coup ça développe aussi ça aide aussi des personnes à se lancer dans l'entreprise, en fait. Mais toujours dans cette notion où faut pas toujours voir quand on est alternatif, le côté entreprise, CAC 40, c'est mauvais, quoi. Il y a des gens qui bossent, mais avec des bonnes valeurs et qui ont envie de s'en sortir. C'est vrai que ce lieu permet aussi à ces personnes de se faire un réseau par rapport à ça. Est-ce qu'au bout d'un an, on peut faire un bilan? Est-ce qu'il est plutôt optimiste, plutôt pessimiste? Ou est-ce que c'est trop tôt peut-être par exemple, des ressourceries, il y en a d'autres à Bergerac. Enfin, il y a des tas de trucs à Bergerac aussi. Est-ce que vous pouvez faire un bilan comme ça, à peu près objectif, ou bien c'est trop tôt? Vous êtes salarié du coup? Moi je suis salarié. Moi je suis le seul et unique salarié aujourd'hui. Donc il y a un salarié. On envisage très certainement, pour l'instant, on étudie la question de recruter une autre personne à la rentrée peut-être. D'accord, donc ça veut dire quand même que c'est plutôt optimiste. C'est optimiste. Complètement. C'est dynamique, c'est optimiste, on est dans une... je vais utiliser des gros mots, mais on est plutôt dans une forme de croissance. C'est ça. Oui, en tout cas c'est dynamique. C'est dynamique, il y a tout plein de projets qui se créent. L'exemple du groupe IEF qui est venu s'agréger au tiers-lieu, parce que le tiers-lieu c'est à la fois un espace de travail, à la fois un espace de vie sociale. Donc ça mixe aussi les gens. Après le bilan, la ressourcerie typiquement c'est quelque chose qui marche très bien. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont un peu, parfois même beaucoup ici, encore plus ici à Bergerac, dans une galère un peu financière, et du coup leur proposer des vêtements, des objets. Nous, la spécificité de notre ressourcerie, c'est qu'on pratique le tarif libre. C'est-à-dire que ce sont les gens qui fixent eux-mêmes le prix. Ils disent, voilà, je voudrais vendre ça à tel prix. Voilà.
Non, acheter ça à tel prix. Nous, tout ce qu'on a, en fait, c'est des dons. Ah nous, bon, c'est des dons. Voilà, tout ce qu'on a, c'est ce qu'on nous a donné. Si tu veux t'acheter un pull, tu vois un pull qui te plaît, bah, tu te dis, ok, j'aime bien ce pull-là, bah, c'est toi qui fixes le prix. En fonction de tes ressources, de ce que tu peux mettre, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Et on a eu la direction de la Croix-Rouge textile qui est venue nous rendre visite, nationale. La coopérative des tiers-lieux dans laquelle on fait partie les accompagne aussi parce que toutes ces grosses structures sont en train de se questionner sur leur modèle économique puisqu'il y a une forte baisse des dotations vis-à-vis des associations, donc tout ce qui reste du cœur, Secours catholique. Et il est proposé de se faire partenariat avec vous ou... Pas forcément de partenariat, mais ils sont plutôt en questionnement sur leur fonctionnement et comment ils peuvent aménager leur lieu parce que nous, on part du principe, par exemple, si on parle en général, on parle beaucoup de mixité. Et bien souvent, on s'aperçoit que la mixité, c'est on met tous les précaires dans un endroit et puis on leur propose des choses pas chères. Voilà. Nous, la mixité, on l'envisage pas du tout comme ça. La mixité, on l'envisage avec des entrepreneurs, avec des militants associatifs, avec des gens qui viennent en pensant venir dans une boutique et qui viennent acheter des fringues. Enfin, pour nous, c'est ça la vraie mixité. D'accord. Donc le bilan, il est plutôt optimiste. Après, aujourd'hui, on vit grâce à la subvention. On développe du chiffre d'affaires, on développe des activités, mais on n'est pas du tout à l'équilibre financier. Mais ça s'en approche chaque mois. Mais vous avez une vision, oui c'est ça, vous êtes obligé de prévoir, de faire une projection sur plusieurs mois on a des prévisions, sur l'année. Ok, alors autour de nous, je crois qu'il y a des gens qui seraient... qui donnent des exemples de ce que vous venez de dire tous les deux, là, des trucs particuliers. Eh bien, à vous la parole, chère madame. Merci. Merci beaucoup. Je serais tentée de dire que l'optimisme est de raison, comme disait le philosophe Alain. Ça fait 2 fois qu'elle cite les philosophes, Edgar Morin et Alain. Oui, parce que très bien vu en ce moment. Oui, peu importe. Peu importe. Je crois que ce qui est important, c'est d'être ensemble, de créer ensemble d'autres manières de produire, de penser, de vivre autrement. Parce que je pense que le tiers-lieu, il faut le concevoir comme vraiment une poche de résistance. Une poche de résistance à un capitalisme qui individualise de manière excessive, à un capitalisme qui augmente les inégalités. En même temps, qui a été incité par un aspect de ce capitalisme qu'on appelle l'économie solidaire et sociale. Oui, mais l'économie solidaire et sociale, elle est là justement elle porte des valeurs. Voilà, elle porte des valeurs que le capitalisme ne porte plus, de toute façon. Elle porte des valeurs qui sont d'augmenter la cohésion. Et tas de gens qui vous diront qu'il y a un capitalisme éthique, vous savez. Oui, bien sûr, mais ça c'est le vernis. Mais ça c'est le vernis que les entreprises se donnent de temps en temps avec le mécénat éthique, tout ça. Mais je trouve que ce qui est important, c'est d'apprendre à travailler, à vivre, à produire ensemble différemment. Voilà, le tiers-lieu, c'est un lieu de créativité aussi. C'est un lieu de partage, un lieu de créativité et de questionnement aussi. Et de questionnement également. Et puis d'apprendre à écouter des manières de penser différentes. Vous allez l'embaucher comme idéologue en chef, je pense. Non, je verrais bien futur président. Oh non, Fred, tu es très bien à ta place. Vous avez un exemple particulier, je crois, d'activité ici. L'exemple particulier d'activité ici, écoutez... on m'a parlé d'école à la maison, j'ai rêvé. Oui, mais là c'est plutôt... c'est plutôt madame. Je croyais que c'était vous qui vous en occupiez. Non. Moi je dirais que j'aimerais impulser certaines idées qui est comment promouvoir le bien-être à l'école. Ça a été un cheval de bataille que j'ai eu pendant plusieurs années dans l'association dont je viens. C'était quoi ? Universel Singulier, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans et qui a été agréée par le rectorat. Et moi, personnellement, je suis membre de la réserve citoyenne de l'éducation nationale. Et pour le bien-être à l'école, je dirais qu'il faut lutter contre les discriminations. Et il faut s'adresser aux enfants avec leurs différentes formes d'intelligence. Il faut respecter ces différentes formes d'intelligence que l'école actuelle ne respecte pas. L'école actuelle ne fait que formater des esprits dociles. Voilà ce qu'elle fait, l'école actuelle. Et au lieu de développer la coopération, elle développe la compétition. On va dans le mur avec cette école-là. On va dans le mur. Malgré pas mal d'éducateurs qui ont pourtant essayé d'aller dans votre sens
Mais oui, Céleste Freinet et bien sûr, et bien d'autres, et de Crowley, et Samuel, Libres enfants de Samuel, enfin bon, il y en a eu plein. John Dewey aussi, qui était un grand pédagogue. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, on fait une école qui est au service du capitalisme et non pas au service des êtres humains et au service du vivre ensemble. Et voilà, j'ai encore l'utopie, je rêve que ce soit une école qui développe les êtres humains dans toute leur potentialité et tous les êtres humains. D'accord. Alors, l'utopie a son lieu, donc on va au tiers-lieu. Donc voilà, c'est l'école à la maison. Alors c'est l'instruction en famille, oui, qu'on appelle vulgairement l'école à la maison. Nous, instruction en famille. Ceux qui font l'instruction en famille, on n'aime pas trop ce terme-là parce que l'école à la maison, c'est tout de suite étiqueté. Ah bah vous êtes à la maison, vous restez enfermés chez vous, vos enfants ne voient personne, ils ne sont pas socialisés. L'instruction en famille, ça me dit aussi, non? Non, parce qu'on instruit en famille, mais on n'est pas à la maison. En fait. Famille avec un S. On est en famille, oui, parce qu'on est avec des membres de la famille, certes. Puisqu'on n'a pas le droit de faire l'instruction en famille en laissant nos enfants à d'autres personnes, sinon c'est considéré un petit peu comme un autre type d'apprentissage. Et du coup, l'instruction en famille, c'est qu'on profite avec sa famille en fait. Voilà, on découvre tous les jours, on vit tout simplement. Enfin, moi je considère qu'on vit tout simplement. Que j'ai pas besoin d'une structure comme l'école. Alors je remets pas du tout en question l'école. Moi, c'est pas quelque chose qui me parle et ça m'intéresse pas. Mais c'est certainement très bien pour les gens qui en ont besoin ou qui adhèrent à ce type de fonctionnement. Pour moi, l'être humain, il n'a pas besoin d'une structure pour apprendre, il apprend en fait. Mais qu'est-ce que vous répondez à l'objection du petit noyau familial? Il n'y a pas de petit noyau familial dans le sens où on a des rencontres quasi quotidiennes. C'est un peu ouvert. C'est un peu ouvert quand même. Ah oui, tout à fait. On ne dit pas à un adulte qui vit sa vie, mais t'es enfermé chez toi, tu restes dans ta famille. Non, il va faire ses courses, il fait des choses chez lui, certes, il rencontre des amis. Mes enfants ils font pareil en fait, ils font la même chose que moi, ils vivent, ils sont en société, dans la vraie société, donc ils sont vraiment sociabilisés parce qu'ils voient des grands, des petits, des gros, des jeunes, des handicapés, tous les jours en fait. Voilà. Ils ne sont pas dans un groupe d'enfants de 5 ans, dans une pièce, avec un petit droit de récréation de temps en temps. Ils intègrent la société réellement. D'ailleurs, c'est comme ça qu'Agatha Christie a été élevée. Ah bon? Oui, ça, je ne sais pas. Ouais. Elle a été, sa mère, puisque je crois que son père était décédé à l'époque, elle a été éduquée à la maison, sans aller à l'école. Mais alors ici, c'est pas tout à fait à la maison. Alors ici, non, du coup, c'est pour ça que nous, on n'est pas pour justement l'école à la maison, mais l'instruction en famille. Donc c'était un lieu qu'on fréquentait, enfin tous les membres du groupe qui se rend ici tous les jeudis, qu'on fréquentait déjà chacun de notre côté. Ah d'accord. Soit pour venir boire un café. Une fois par semaine. Avant de fréquenter, puis ça se mette en place. Voilà, nous on se voyait dans différents endroits pour des activités, des sorties. Alors bien évidemment quand le temps est clément c'est plus facile parce qu'on a parfois des gros groupes d'enfants. On peut avoir une idée du nombre d'enfants que ça concerne? À Bergerac, je veux dire. À Bergerac. Enfin, sur le quoi. Je ne sais pas du tout. Alors, je sais que les statistiques disent qu'on est passé en 2011 de 0,15% des élèves français qui étaient en IEF à 2015 à 0,30%. Donc, on a doublé en fait l'effectif. Ce qui, dans les textes des amendements de l'Assemblée nationale, inquiète le gouvernement, apparemment. Ah bon? Le fait que ce chiffre double... c'est quand même pas grand-chose, mais bon... Oui, mais c'est inquiétant pour eux. Donc, voilà. Minorité. Et moi, parce que vous êtes surveillé, ça veut dire que... Oui, on est surveillé. En fait, il y a un inspecteur qui vient une fois par an voir si le lieu de vie, les parents, enfin tout ça c'est propice aux apprentissages et à l'épanouissement de l'enfant. D'accord, et en gros ça concerne donc combien d'enfants ici, dans le coin? Alors sur Bergerac, je sais pas. Mais l'inspecteur il voit combien? Plutôt 100 enfants ou plutôt 10 ou plutôt... Ça j'en ai aucune idée parce qu'on se connaît pas forcément tous. Il y a les réseaux sociaux, internet qui aident à nous relier. Il y a des gens qui ne pratiquent pas du tout ça en fait, qui sont pas sur Facebook, qui sont pas et qu'on connaît certainement pas. Et moi je rencontre des familles régulièrement que je connaissais pas avant, donc oui, il peut y avoir des enfants dont de la globalité dont les parents font un tel boulot qu'ils peuvent pas mettre leurs enfants à l'école peut-être, ou je sais pas quoi, je pensais au péniche jadis, mais c'est peut-être plus le cas maintenant, je sais pas.
Moi, le terme de voyage. Oui, voilà. Plus le CNED dans ces cas-là. Comment ? Centre national d'enseignement à distance. Ah oui, il y a le truc par correspondance. Voilà, c'est autre chose. C'est une école vraiment à distance et puis il n'y a plus de contrôle particulier. Donc alors, pour en revenir après, au ce jeudi par semaine, maintenant ça a changé. Donc vous avez mis en place un autre truc. Non, là c'est le jeudi soir en fait. C'est un temps de regroupement. En fait, on sait, il y a de 18h à 20h, on peut se réunir ici. Alors parfois c'est assez librement, on discute, et puis parfois il y a des incitations particulières, des jeux ou des thèmes qu'on met en place pour les enfants sont et là les aussi. adultes. Ah bah oui, ils sont non, on les laisse à Oui, la je veux maison. dire, c'est pas pour faire un point entre parents ou... Non, pas du tout. C'est non. vraiment pour pouvoir se réunir, même quand il fait pas beau, parce que effectivement, quand il fait pas beau, c'est pas forcément évident de trouver des espaces qui peuvent nous accueillir tous et qui sont pas des espaces ou qui répondent pas à nos attentes en termes de valeur, ou qui sont très chers, ou enfin voilà, donc et puis qui peuvent avoir un minimum des tables, des chaises, des bouquins, des choses un petit peu pour s'occuper. Bon, et jusqu'à présent, vous n'avez pas été tancé vertement par l'inspecteur qui passe en disant « mais enfin, cet enfant devrait savoir lire » ou je ne sais quoi. Non, alors l'inspecteur est passé récemment, après c'est une autre histoire, mais non, moi j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de très ouvert qui m'a dit qu'il était là pour vérifier que mon enfant continuait à aimer apprendre. Qu'elle était épanouie, qu'ils n'étaient pas là pour vérifier si elle savait faire ou pas faire, mais qu'ils étaient là pour nous accompagner dans ses apprentissages et faire en sorte qu'elle soit toujours en évolution. Voilà. Okay. Donc ça vous va parfaitement, ça correspond exactement à ce que vous dites. Mais du coup, pour en revenir au tiers-lieu, c'est vraiment, oui, voilà, nous on l'envisage aussi comme un espace de vie. Comme on est dans une dynamique au sein de nos propres familles où on a envie de vivre au sein de la société, de tous se rencontrer, de faire en sorte qu'il y ait de fédérer les gens en fait, ce qui se fait plus aujourd'hui. Les petits n'osent pas parler aux grands parce que l'adulte c'est le maître et l'enfant il doit se taire et puis lever le doigt pour parler. Pour moi, l'enfant c'est un être humain tout à fait égal à l'adulte, c'est juste qu'il est plus petit en taille, mais sinon il n'y a pas de différence. Et du coup, ce lieu, il répond bien à ça, parce que c'est un endroit où on peut discuter avec tout le monde, avoir plein de projets, mettre en place plein de choses. Ça démystifie un peu l'IEF aussi. Ce qui est intéressant dans ce concept-là, c'est que ça permet aussi à d'autres familles qui ne sont pas du tout dans cette dynamique-là, de voir ce qui s'y passe, et finalement de se dire, tiens, oui, effectivement, l'instruction en famille, c'est pas idiot. On y avait déjà pensé, mais on n'a jamais rencontré de gens qui étaient là-dedans. Donc là, ils rencontrent des gens, ça permet d'échanger. Et pourquoi pas après de passer en mode instruction en famille. Alors je pense pas que ce soit une vocation absolument d'initier tout le monde à la grande secte de l'IEF, mais voilà, ça permet de donner de l'information. Il a dit secte, c'est pas très gentil. Je grossis le trait, c'est toujours intéressant de grossir les traits. En gros, ça concerne combien de gosses, on peut savoir depuis ici sur le lieu vous êtes là, on est une dizaine de familles à venir pour l'instant sur le Bergeracois. Après, tout autour, dans le 47 et tout ça, on a plein de connaissances diverses, mais qui viennent pas forcément jusqu'ici, parce que ça fait un peu. À Canal Pourpre, on a une fois fait une interview de l'école Montessori, qui se trouve à Creil. Ils viennent la semaine prochaine ici organiser une tombola. Ah d'accord, vous connaissez donc... mes enfants étaient à l'école Montessori l'année dernière encore, D'accord. Et là aussi, vous avez des contacts avec eux on les connaît, après on n'a pas fait de projet en commun, parce que c'est vraiment deux dynamiques différentes. Ils sont vraiment dans le concept Montessori, c'est vraiment particulier, et puis c'est... Il y a une méthode. Ouais, voilà, c'est une méthode particulière, et ils font pas vraiment beaucoup de liens avec nous en tout cas. Vous revendiquez une certaine spontanéité au fond, découverte plutôt. Oui, alors après dans l'IEF il y a plein de courants différents, mais le courant que nous on pratique qui s'appelle le unschooling, c'est un courant qui veut que... Ça s'appelle comment, pardon ? Le unschooling, c'est-à-dire que... Pas d'école. Voilà, pas de pédagogie si ce n'est tu apprends en vivant. Voilà. Donc on utilise toutes les situations de la journée, on va faire des courses, on écrit la liste de courses, il y a moins 30% sur les yaourts, qu'est-ce que c'est moins 30%. C'est pratique. Voilà. Et du coup c'est beaucoup mieux intégré parce que ça sert à quelque chose, c'est pas un chiffre sur un papier. D'accord. Enfin il y a des tas de trucs qui servent à rien et qui sont bien
bien intéressant aussi. Hein. Certes. Ça s'appelle l'art, par exemple. Oui, mais après moi je suis prof de dessin, donc... Ah, l'art juste derrière. Et j'ai fait une exposition. Mais ça sert pas à rien. Ah, parce que vous nous avez pas tout dit. Non, mais c'est pas la peine. Vous êtes peintre. Plein de qualités. Je suis peintre, oui. Je fais une exposition à Rennes dans 15 jours, et puis... Voilà, puis une autre ici, au mois de juin-juillet. Ouais. Alors ça s'appelle, c'est pareil, c'est un mot en anglais, mais aujourd'hui on appelle ça les slashers. C'est-à-dire qu'on fait plusieurs métiers. Oui, on est salarié dans une entreprise, on est peintre, on est... D'accord, oui, alors voilà. on a vu ressourcerie, école, et donc du point de vue de l'art aussi, c'est un aspect important de ce tiers-lieu. Nous, le principe sur le lieu, en fait, c'est qu'on veut vraiment mixer tous les publics, en fait. On n'est pas que de l'associatif, on n'est pas que de l'entreprise, on veut aussi intégrer de l'art, on veut aussi intégrer tout ça. On y trouve ce qu'on y apporte. Voilà, exactement. Et ce que je trouve intéressant par rapport au fait que l'IUF soit là, c'est que à la base, au tout début, quand on a monté l'asso, on s'était dit que ce qui est important, c'est aussi de trouver un lieu pour aider les gens à se déconditionner, en fait, à reprendre de l'estime d'eux-mêmes. L'éducation, du coup, est une chose importante, parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai fait l'école normale, et c'est vrai qu'on apprend vraiment la compète et tout ça, quoi. Et je trouve ça intéressant, dans le sens où l'IUF, en fait, c'est eux qui sont venus prendre ce lieu, en fait, dans un sens. Et c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est qu'en gros, comme disait Bastien, dans l'association, on y trouve ce qu'on y apporte. Si on attend que les choses se fassent, on attendra longtemps. Bien sûr. Et c'est une chose qui est vraiment importante. C'est quelque chose à Bergerac. Voilà, quand on prend des initiatives, on prend de l'estime de soi, on aide des gens à développer leur estime de soi et on fait des choses ensemble. C'est ça aussi qui est vraiment aussi, tout comme par rapport à ça, Anne-Marie disait que c'est une espèce de poche de résistance. Pas résistance dans le sens où on lutte contre, mais dans le sens où comment est-ce qu'on s'organise pour. Par rapport à ça, la semaine prochaine, vous faites une super semaine sur l'Anthropocène. Donc du coup, le samedi 30 avril, on va faire une soirée spéciale sur ce qu'on appelle l'effondrement sociétal. Toutes ces questions, en fait, où il ne faut pas être fataliste par rapport au futur, c'est juste, voilà, comment est-ce qu'on est adulte. On est adulte, on n'est pas des enfants. Mais on se rend compte avec le temps qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le changement. Énormément de gens, tout le monde veut le changement. Finalement, il y en a beaucoup qui l'attendent. Nous ici, là, le principe, c'est que, voilà, on veut changer les choses. On remonte ses manches et on fait des choses ensemble, quoi. On fait des choses ensemble, on reste pas bloqué sur un côté, par exemple, c'est là, ils ont un salarié, ils sont vœux au grand capital. Mais non, dans un sens. Si on veut dans un sens changer le monde, pas au niveau du monde, nous on veut changer au niveau local. Si on veut changer les choses, il faut que des artistes, des entrepreneurs, des gens associatifs, des gens un peu de tous les bords, de tous les âges, de tous les niveaux, puissent se rencontrer, discuter, faire des choses ensemble. C'est ça qui est important, hein. Nous on n'est pas... Au départ, à la création de l'association, on a tous des vies particulières dans nos familles où on est parfois un peu décalé de la vie générale et on est souvent dans la contrainte. Quand on parle d'écologie, souvent on dit aux gens dans sa famille, faut pas faire attention, faut pas jeter tes papiers, faut pas jeter tes déchets, faut manger bio, etc. C'est souvent contraignant, on est dans une relation de contrainte. Nous, quand on a créé l'association, on s'est dit, on veut pas contraindre les gens pour leur dire faites ce qu'on fait parce que c'est bien ce qu'on fait et que vous devriez faire comme nous. On est plutôt dans la logique de dire regardez ce qu'on fait et voyez que ça fonctionne et qu'on y prend du plaisir et que du coup ça amène les gens à changer de façon d'entrevoir les choses. Bon, on va pas vous embêter trop davantage. Si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas. Mais juste pour moi, une dernière question, ce serait est-ce que vous avez pris une idée de la réponse bergeracoise à votre initiative? S'il y en a une, enfin je ne sais pas, ce qui caractériserait, parce qu'elle dit qu'elle va à Rennes pour faire son expo, pourquoi elle ne reste pas ici? Elle va le faire aussi ici? Non, mais je vais le faire aussi ici, c'est parce que je viens de Rennes. Ah d'accord. Et qu'à Rennes aussi, il y avait un tiers-lieu. Sûrement. Et voilà, c'est simplement une question de parcours individuel. Okay. Mais c'est vrai que par rapport au moment où je suis arrivée, j'ai très vite découvert le CELA. Très vite. Et Bastien m'a vraiment agréablement accueilli. J'ai eu envie de travailler avec le CELA et de faire quelque chose, en fait. Vous êtes bergeracoise maintenant? Oui, depuis pas longtemps. D'accord. Voilà. Donc cette réponse
Il y en a une, Bergeracoise, vous avez un peu appréhendé le style du coin, je sais pas. Nous, de toute façon, à la base, on n'est pas de Bergerac du tout. Oui. Ce qui est vraiment super rigolo par rapport à la mobilité. Ce qui est vraiment rigolo par rapport au projet, en fait, c'est que nous, on veut vraiment développer au niveau local. Et ce qui est super intéressant, c'est que finalement, on est aidé par la région Nouvelle-Aquitaine. Ah oui. Voilà. On est aidé par la région Nouvelle-Aquitaine. On est aidé. Il y a des contacts avec Darwin, par exemple. Pas de contact avec Darwin, on a des contacts avec la Lorraine, on a des contacts avec la Bretagne, on a des contacts avec l'Auvergne, on a des contacts avec des Paris. Tout plein de structures, des gens qui s'interrogent. Voilà, tout le monde s'interroge et finalement, dans les tiers-lieux, quand on parle de tiers-lieux, pour faire un petit peu de technicité sur les tiers-lieux, quand on parle de tiers-lieux, bien souvent, 80% des tiers-lieux sont des espaces de coworking. Donc c'est de l'espace qui est importé des États-Unis ou d'Angleterre, où on mixe des relations de travail, des projets, etc. Nous, ce qui a plu à la région, c'est qu'on a proposé un tiers-lieu hybride, où on développait tout plein d'autres concepts qu'uniquement le concept de travail. D'accord. Donc on développe de la ressourcerie, on développe du jardin, on développe de l'atelier. Voilà, nous on leur a dit, le tiers-lieu c'est du travail, ça va être des Fab Labs, tout ce qui est autour du numérique. Donc nous, c'est pas notre motivation première, on le fait, mais voilà, donc nous on a dit à la région, on va faire un atelier, on va faire un Fab Lab sans outils numériques. Donc ça les a fait marrer. Et ils nous suivent parce que voilà, c'est une dynamique qui est différente. Les tiers-lieux, il n'y a pas une définition d'un tiers-lieu. D'accord. Il y a vraiment pléthore d'activités qui se font et c'est des nouveaux lieux de socialisation. Il y a d'autres jardins partagés à Bergerac aussi. Ah ouais, mais nous on fait pas comme il y a plein de chaînes de télé, il y a plein d'assureurs, il y a plein de banquiers. Mais non, justement, c'est ça qui est rigolo. Les chaînes de télé. Ce qui est rigolo en fait, c'est que c'est vrai que dans l'asso, nous on fait des choses qui existent qui existent déjà ailleurs. Et en fait, dans un sens, mais nous on fait pas ça dans un sens c'est ça qui est rigolo. On met toujours aussitôt le côté compétition. Vous faites de la ressourcerie, il y a la ressourcerie. Vous faites de la télé, il y a Canal+. Vous faites du jardin. Mais dans le principe, nous en fait, c'est les adhérents qui apportent l'idée qu'ils veulent. Nous derrière, on a un espace vert. Là, en gros, ils sont en train de faire des tests en permaculture. Mais nous, on a jamais eu l'idée de on va faire un jardin partagé ou un truc comme ça. En fait, c'est les adhérents par rapport à ça qui font les choses. C'est avec nous par rapport à la vidéo. En gros, c'est la télé. Nous, en fait, on vend des prestations vidéo, on fait des vidéos pour nous-mêmes. Mais c'est vrai que dans un sens, on n'est pas du tout en concurrence par rapport à Canal Pourpre, même si c'est le même support. Et ça, du coup, qui est intéressant, c'est que il faut inversement qu'on crée des liens entre nous. Je suis très content que vous soyez là aujourd'hui par rapport à ça. Enfin, je trouve ça vraiment important, dans le sens où comment est-ce qu'on peut rayonner ensemble, tout en faisant les mêmes choses, mais autant faire de la coopération. D'ailleurs, maintenant, on appelle ça on fait de la compétition. D'accord. On n'est pas en compétition, on fait de la compétition. Et on trouve ça intéressant, parce qu'il faut pas... mais c'est super intéressant. Et si on dit politique, c'est un gros mot au tiers-lieu. Non, on fait tous les jours. Un tiers-lieu, c'est un acte politique. On se questionne, on se questionne sur la société. On se questionne sur la société, l'habitat, l'environnement, les relations sociales. Voilà, donc forcément, on fait de la politique. Mais on fait pas de politique partisane. Vraiment, en fait, c'est ça la politique normalement. C'est pour ça qu'on s'appelle Laboratoire d'initiative citoyenne, parce que finalement, ce que disait aussi tout à l'heure Anne-Marie, quand on parle d'éducation, on parle de formatage, même ça peut paraître un peu dirigé comme discours, mais effectivement, les gens aujourd'hui, ils sont dans la consommation. C'est-à-dire qu'ils attendent la bouche ouverte, que ça leur tombe dans le bec. Pour certains ça tombe et d'autres ça tombe pas. On s'est bien arrangé pour que ce soit comme ça. Non mais voilà. Et donc l'idée aujourd'hui c'est vraiment que les gens reprennent un peu de confiance en eux, ce que disait Fred aussi tout à l'heure. Nous on a plein d'exemples dans l'association. On a un inventeur qui est avec nous qui s'appelle Christian, qui invente des trucs super. Là, c'est quelqu'un qui est extrêmement timide. Il est introverti et tout, pourtant il est excellent, il invente des trucs super. Là il a inventé un truc pour les personnes à mobilité réduite. Je vais pas dire ce que c'est, mais je le fais rencontrer l'association des paralysés de France. Il est rentré dans une troupe de théâtre improvisé, où il commence un peu à s'éclater. Donc, et il nous l'a dit, c'est grâce à vous, je franchis des pas en fait. D'accord. Donc, grâce à vous, grâce à lui aussi avant tout, mais il y a plein de gens, on a plein d'exemples de gens qui nous disent ça, que voilà, ici on ose faire, on n'a pas peur. La première fois que Fred il a pris le micro devant une trentaine de personnes, il était bloqué, il n'arrivait pas à parler. Maintenant ça va beaucoup mieux. Donc c'est prendre confiance et pas avoir peur de se foirer. C'est pas grave, on se trompe. Écoutez, très bien. Participation, il faut susciter la participation et
ce terme anglais, l'empowerment, c'est-à-dire mettre les gens en capacité d'agir, de prendre des décisions. Et je crois que ce lieu peut offrir ce cadre-là. Puissance d'agir. Puissance d'agir. Agir pour un lieu pour agir. Oui, c'était la conclusion d'un mémoire de l'École des hautes études de santé publique qui avait fait l'analyse critique du tiers-lieu de Rennes. D'accord. Un lieu pour agir, agir pour un lieu. Ok. Très bien. Donc du coup, on invite tout le monde. Voilà, si vous voulez faire des choses, n'hésitez pas. Il y a plein d'autres activités. Voilà. Ici, il y a du yoga, il y a des ateliers de développement personnel, il y a des ateliers créatifs. Votre télé, faites-là, votre tiers-lieu. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tout à fait. Et non, et d'ailleurs, pour en revenir par rapport aux institutions locales, en fait, finalement, ils ont beaucoup de mal à comprendre notre projet. Le principe, il est vraiment là. Que ce soit par rapport à la mairie ou par rapport à la CAB. On les a rencontrés plusieurs fois et en fait le problème qu'il y a c'est que on met souvent les choses dans une case. Soit on fait d'économique, soit on fait de l'associatif, soit on fait de l'art, soit on fait du social. Ici c'est plutôt asso quoi, donc nous, on fait ils ont ce qu'il faut. Nous ici beaucoup d'assos à Bergerac. Voilà exactement. Nous ici on fait tout ça et justement un des principes c'est vraiment créer du lien entre tout ça. Quoi. D'accord. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Tisser des liens, comme Abdelnour Bidar le dit dans son livre. Il faut tisser des liens. Il faut être tisserand. Ouais, et puis c'est un chantier qu'on ouvre aussi parce qu'on a été pris forcément. Avoir un lieu comme ça demande beaucoup de temps. Justement, les liens et les lieux, souvent, on les oppose parce que les liens sont mobiles et tandis que les lieux sont immobiles par définition, donc c'est un peu compliqué, mais vous avez raison d'essayer de faire ce lien entre lien et lieu, justement. De toute façon, on est optimiste parce que de toute façon, on a toujours cru en ce projet-là et après, on s'est planté plein de fois. En tout cas, c'est un bel endroit. Vous payez un loyer pour ces immenses locaux. Bien sûr. Un bail commercial. Un bail commercial qui est pas trop lourd, ça va pour l'instant. C'est 1000 euros. C'est 1000 euros. Voilà. Par mois. Ah oui, donc il faut que ça rentre quand même. Tout à fait. Il faut que ça rentre. Ah mais c'est rigolo, toi tout de suite ce côté économique. Oui. Non, c'est intéressant. C'est vachement grand. C'est intéressant. C'est le prix de l'autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une subvention régionale, on a sciemment choisi de ne pas demander d'autres subventions. D'accord. Donc on a volontairement pris le choix de développer de l'économie, mais de l'économie, on gagne de l'argent en vendant des fringues qu'on nous donne, en louant des espaces, en recevant des gens qui viennent, que ce soit l'école ou que ce soit des artistes ou d'autres personnes qui viennent consommer un café, animer un atelier, des choses comme ça. Donc je réduis pas, mais l'économie, c'est pas ce qu'on croit, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on croit. Tout à fait. Ça devrait s'appeler l'écologie. Oui, c'est ça. L'économie, tu disais, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais même par rapport à ça, d'ailleurs, c'est vrai qu'effectivement, on paye 1000 euros de loyer. C'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas en plein centre de Bergerac, parce qu'en plein centre de Bergerac, pour le même prix, je pense qu'on aurait 2 petits bureaux et ça du coup on n'aurait pas c'est pas mal parce que. Ah non, c'est génial. On est bien visible. Après effectivement, on aurait préféré être en centre-ville parce que c'est aussi, ça reste aussi des lieux qui s'y prêtent. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi je viens d'Orléans. À Orléans, j'habitais à 15 minutes à pied du centre-ville, j'y allais tous les jours à pied. Aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un du centre-ville de venir ici à pied, il va pas regarder. Attendez, ça ne doit pas faire beaucoup plus que 15 minutes quand même. Non, ça fait 15 minutes, parce que moi je le fais. Ça fait 2 ou 3 stations de métro comme voilà, et c'est vrai que c'est voilà, donc dans les chantiers de coopération, on a déjà, mais pour l'instant c'est resté qu'au stade de discussion, mais on avait dans l'idée, tiens, pourquoi pas proposer aussi à Canal Port, mais en tout cas on avait l'idée de poser en relation par exemple avec Roue Libre, de poser des vélos un peu à droite à gauche dans nos structures, et de mettre un système de vélos en libre service, sans attendre que la mairie de Bergerac, par exemple, demande à mettre en place un truc bien privé. Chinois, sûrement. Par exemple. Mais peu importe, après, on s'en fout. Mais voilà, on s'organise, quoi. D'accord. Bon, on va s'arrêter là. Nassima, tu veux pas ajouter un truc ? Non, je voulais juste demander, parce que vous disiez, nous on a demandé que des subventions régionales comme ça nous permet une certaine indépendance vis-à-vis en tout cas des collectivités locales, très locales. Et en même temps, Fred disait, on a rencontré la mairie, la cave, ils comprennent pas ce qu'on fait. Vous les avez rencontrés à quel titre du coup ? Informatif. Bon, quand on a créé le projet, en fait, on les a rencontrés pour leur présenter notre projet, puisque ça nous semblait normal. Aujourd'hui, on n'est pas en conflit, ni même en opposition avec eux. Mais du coup, ils relayent pas, c'est ça que je voulais dire. Parce que, du coup... Je pense qu'il y en a certains qui relaient, mais c'est vrai que... Mais c'est un peu comme... Enfin, je vais prendre un exemple un peu con, mais c'est un peu comme quand, je sais pas, vous créez une entreprise, et puis vous allez voir un banquier pour qu'il vous prête de l'argent. Bon, c'est sympa aussi quand le banquier vient vous acheter un produit.
Vous voyez ? Parce que le jour où vous vous plantez et qu'il vous dit ouais mais là vous y arrivez pas machin, lui c'est même pas déplacé pour vous acheter un produit. Donc il a pas participé finalement. Donc il vous a aidé une aide froide financière. Bon bah là finalement que ce soit avec une mairie, c'est un peu le même système, c'est-à-dire que on essaie de créer des liens, mais s'ils viennent pas nous rencontrer, oui d'accord. C'est plus dans cet esprit-là quoi. Et après on les a rencontrés plusieurs fois et on continuera de les rencontrer, de leur proposer. Maintenant effectivement, nous on a une super idée, je peux le dire maintenant. Comme il reste encore un peu de temps, vous faites des vidéos longues, je crois. Nous, on a un projet, en tout cas dans les cartons, qu'on aimerait vraiment mettre en place, parce que c'est un truc qui a, en tout cas moi j'ai vécu ça et ça a super marché, c'est ce qu'on appelle le Parking Day. Le Parking Day, c'est un peu comme un forum des assos, mais sauvage. C'est-à-dire qu'on fait ça un jour d'affluence sur un marché, par exemple un samedi matin à Bergerac, plutôt que les voitures se garent autour de la place du marché, on vient très tôt le matin, on pose des tréteaux et on invite les associations, des entreprises, des commerçants, etc. Et tout le monde vient se poser là. Et finalement, les gens qui viennent sur le marché, qui sont pas du tout dans le monde associatif, qui mettent jamais les pieds dans une association, vont voir ce qui se passe dans leur ville. Voilà, bon, typiquement, aujourd'hui, la mairie comprend pas ce genre de concept. Pour moi, c'est des concepts qui sont novateurs pour ouvrir un peu les yeux, parce que nous, la graine, elle est germée. Nous, on a déjà fait cette étape-là de passer à être dans une dynamique associative, écologique, faire attention un peu quand on dépense notre argent, à quoi ça sert, où ça va, etc. Mais il y a plein de gens, ils sont en mode, œillère, autoroute, métro, boulot, dodo, et ils voient pas tout ça. Donc le forum des assos, c'est sympa, c'est cool. Moi, on y a participé, on rencontre plein de gens, c'est chouette. Mais c'est des gens qui veulent aller vers les associations. Alors que là, la démarche, elle est de proposer des choses un peu drôles, un peu fun, qui dynamisent un peu une ville. Voilà, c'est sympa le Tour de France, c'est sympa, toutes ces choses-là, mais bon, il faut remettre un petit peu de fun, un petit peu de folie dans la vie de la cité, quoi. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut faire que des événements qui sont bien cadrés, bien organisés, bien lisses. Voilà, donc c'est un peu... une rue pour faire un marché le 1er mai, ou je sais pas quoi. Et là, vous voudriez faire la même chose, mais pour montrer la richesse de la vie associative à Bergerac. Parce que tu disais tout à l'heure, ouais, il y a plein d'associations à Bergerac. Bah ouais, mais... Ok. On n'en voit pas tout que ça, quoi. Oui, puis un mouvement plus spontané aussi, pas avoir 3 semaines avant réservé la rue, etc. D'accord. Les gens s'approprient. Ah bah là, la réponse, c'était tout de suite qui va payer les parkings. Qui va payer les parkings. Qui paye le parc-mètre? Ben nous, on mettra les pièces dans l'eurodateur. Ils auront même un taux de remplissage. On aura un record, je pense. Bon, à bon entendement. Voilà, salut. Merci. Merci à tous. Merci bien.